pardonnerons pas et nous connaissons chaque personne par son nom. Nous disons cela parce qu'après le bombardement de Lokha-Madit, un pilote russe a transmis toutes les données des criminels à notre principal service de renseignement. Ces informations nous ont permis d'identifier 30 commandants de la 22e division d'aviation d'Engels. C'est de là que partent les bombardiers chargés de missiles X-101. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait de ce missile et qu'il était programmé pour viser Okmadit, même si la propagande russe tente de faire croire que cela lui est favorable. Dans un premier temps, ils ont accusé le système de défense aérienne américain Patriot. Cependant, une version concernant le complexe norvégien NASAMS est apparue. On pourrait en douter s'il n'y avait pas ces images, prises accidentellement avec un téléphone portable. Elles constituent déjà une preuve dans une affaire pénale, une fusée avec un moteur à réaction. Grâce à lui, nous entendons toujours un son particulier, comme celui-ci. Les deux courtes ailes au milieu sont une caractéristique technologique du X-101. Ce matin-là, 101 a été lancé depuis un avion Tu-95MS. Nous avons collecté toutes les informations sur ce missile et nos designers l'ont modélisé et l'ont comparé avec l'objet capturé sur la vidéo. Et les ailes elles-mêmes, le moteur et le plus important encore, l'ogive 400 kg d'explosifs. Cela a également été confirmé par des experts légistes. Plus de 30 fragments de cette arme de haute précision ont été identifiés sur le territoire de Lokha-Madit. Des pièces détachées occidentales ont également été trouvées parmi eux, rapporte le Financial Times. La question de savoir comment ils se sont retrouvés là laisse perplexe. Mais laissons cela pour une autre enquête. Nous nous intéressons à la manière dont les missiles russes ont réussi à percer les défenses fiables de la capitale. L'ennemi a bombardé l'Ukraine en plusieurs vagues. La plupart des missiles se sont d'abord dirigés vers le nord et l'ouest afin d'embrouiller les défenses aériennes. Ils sont très doués pour cela, mais à la fin, ils se sont tournés simultanément vers Kiev. En fait, les angles morts des radars ont été repérés par l'arrière. En outre, des missiles de croisière ont été volés à des altitudes extrêmement basses, parfois jusqu'à 50 mètres. À Kiev, les immeubles sont plus hauts. Par exemple, mon collègue qui habite au 25e étage a pu voir le vol du missile d'en haut. Il a été possible d'en abattre 75. C'est un bon indicateur pour n'importe quelle défense aérienne. Mais ceux qui sont arrivés ne sont pas seulement des pourcentages. Ce sont d'incroyables tragédies humaines qui ne peuvent être réduites qu'en augmentant la puissance de notre défense aérienne. Et pour les empêcher complètement, nous devons détruire la source de leur lancement. Oleksandr Zagorodny a rassemblé lundi des images et des faits qui ont choqué le monde et nous ont prouvé que dans les moments de grande difficulté, nous redevenons une seule et puissante vague. Matin, 8 juillet 2024. Kyiv, l'hôpital pour enfants. Okmadit est le plus grand d'Europe. Une journée de travail ordinaire, des opérations complexes sont prévues. L'alerte aérienne est déclenchée dans la capitale et les médecins emmènent les jeunes patients dans des abris. Mais dans les salles d'opération, les enfants sont déjà sur les tables sous anesthésie. Qui pourrait penser qu'il est possible de frapper un hôpital pour enfants? Frapper un hôpital, pardon pour le mot, qui traite des enfants atteints des pathologies les plus graves? Voici comment le tout nouveau X-101 russe vole à des milliers de kilomètres avec des tirs directs pour frapper le centre même de la protection de la mère et de l'enfant. La main de quelqu'un. Je ne sais pas si ma Solomika est vivante là-bas. Dans cette salle d'opération, la puissance de l'explosion est très claire, tout le matériel a été mutilé. Mais quel équipement? Le tuile s'est envolé du mur. Cette salle d'opération montre bien le type de médecin que nous avons. Malgré la puissante explosion, ils ont continué à opérer car l'enfant était déjà allongé sur la table sous anesthésie et avait un cœur très malade. Mon enfant est en fumée tout au long de l'opération. Ils n'ont même pas fait l'opération. Ils venaient juste de commencer, ils venaient de faire une anesthésie et ça a explosé. Dieu merci, tout le monde est vivant. Déjà blessés, les médecins recousent encore la plaie de l'enfant pour poursuivre l'opération dans un autre hôpital. Ils placent immédiatement le médecin qui saigne sur la table d'opération. Les infirmières emmènent les enfants malades et effrayés à l'extérieur, avec des gouttes dans les veines. Allons-y, je vais appuyer calmement sur tout. Nous allons tout appuyer, d'accord? Donc nous faisons tout couler. Ces images font froid dans le dos. Le petit garçon est couvert de sang. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi il souffre tant? Pourquoi cette maudite fusée a déchiré son corps malade? Mais c'est aux soins intensifs que la situation est la plus difficile.
Après l'explosion, l'oxygène a disparu et les enfants qui sont reliés à l'appareil de ventilation par poumon artificiel, comment peuvent-ils respirer? L'oxygène est apparu en quelques minutes et la rue devant l'Omadit était déjà remplie d'ambulances. Ce sont les médecins de l'hôpital régional qui prennent en charge les patients les plus graves. Les enfants qui n'ont pas eu le temps de subir une dialyse sanguine sont pris en charge par le premier hôpital de la ville. Les cancéreux sont emmenés à l'Institut du cancer. 98 des patients les plus graves sont déjà hors de danger. Les autres sont traités par des médecins d'Okmadit qui ont eux-mêmes été blessés. Andriy Vysotsky avait plusieurs débris coincés dans le cou. Le dos, du verre lui a coupé les oreilles. Mais lui et tous les médecins restent avec les enfants. Il prononcera ensuite ces mots. C'est la meilleure équipe avec laquelle j'ai jamais travaillé. Et puis un miracle s'est produit. Devant les portes de l'Okmadit, des sacs ont commencé à apparaître, puis de gros paquets. Finalement, une montagne d'eau, de nourriture pour bébés, de fruits, de médicaments et même de gants et de masques s'est formée. Ce miracle a été réalisé par des habitants de Kiev. Ils sont venus de toute la ville. Un homme sur une vieille mobilette a apporté ce qu'il pouvait. Un pack d'eau, les gens forment une chaîne humaine pour apporter tout cela aux enfants, de l'eau aux sauveteurs, ne serait-ce que pour une courte période. La question principale du lundi noir est la suivante. Faut-il encore aider ? Des écoliers et des étudiants sont arrivés à l'hôpital, encore des enfants eux-mêmes. Je viens de Kiev, de Nikopol et l'un d'eux de Melitopol. Volodymyr Jovnir, le médecin-chef d'Amadit, se souvient encore de ces moments. J'ai été tellement impressionné par le nombre de volontaires et par la façon dont ils ont démonté les décombres brique par brique. Et il y avait des gens ici, je dirais, une sorte d'esprit d'unité et d'unité. C'est-à-dire qu'on a senti ici que ce sont des gens qui ne se soumettront jamais à l'ennemi. Immédiatement après la frappe de missiles, il a reçu des appels de collègues du monde entier. Presque tous les pays européens, de la Baltique à la Méditerranée, sont prêts à accueillir des enfants ukrainiens pour les soigner. L'Italie, Israël, la Pologne, l'Allemagne, c'est-à-dire presque tous les grands pays du monde, ont réagi à cette douleur et à cette tragédie. Les enfants malades reviennent progressivement à Omadit. Les patients cancéreux ont été transférés de l'Institut du cancer. Il sera plus facile de rester dans leurs propres murs avec des médecins qui les suivent depuis des années. Mais 3 bâtiments de l'hôpital ont été détruits, dit le médecin en chef Volodymyr Jovnir. Et dans d'autres départements, des équipements de pointe unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars ont été endommagés. On saura bientôt quels équipements ont résisté à la frappe des missiles. C'est important pour les médecins. Sans ces équipements, ils ne pourront pas relever les patients les plus difficiles. Le gouvernement est déjà prêt à verser 10 800 hryvnias à chaque famille, dont les enfants ont souffert de la frappe ennemie. Mais avant tout, il remercie tous ceux qui ont fait des dons à l'hôpital. Le gouvernement est déjà prêt à verser 10 800 hryvnias à chaque famille, dont les enfants ont souffert de la frappe ennemie. Mais avant tout, il remercie tous ceux qui ont fait des dons à l'hôpital. Incroyablement, en moins d'une semaine, plus de 800 millions de hryvnias ont été transférés sur le compte de l'hôpital. Plus de 320 000 personnes de 55 pays ont participé à la collecte. Des entreprises, y compris des sociétés automobiles, agricoles et de télécommunications, se sont également jointes à l'opération. Les Russes n'ont pas planifié un simple meurtre, ni même un massacre d'enfants, si de tels mots peuvent être prononcés. Ils voulaient nous retirer la possibilité même de prendre soin de la chose la plus précieuse que chaque peuple possède, ses propres enfants. Ils voulaient tuer les enfants qui sont soignés dans cet hôpital et ceux qui font encore la queue, mais nous allons restaurer cet hôpital. Et aussi le lundi noir, qui a démontré que vous et moi sommes une grande nation. Ce jour-là, nous avons oublié toutes nos disputes. Nous n'étions pas divisés entre droite et gauche. Dans cette ligne, il y avait des centaines de personnes qui ont donné. Les enfants malades, l'eau et les médicaments. Il y avait des jeunes et des vieux. Il y avait des pauvres et des riches. Nous étions forts, nous étions unis. Nous sommes unis. Alexandre Zahorodny, Alexandre Rebenchuk, TSN, Tijden, 1+1, Marathon, les actualités réunies.